On n'en a pas terminé avec, loin de là, avec cette guerre commerciale. Bonjour Didier Saint-Georges, Bonjour. membre du comité d'investissement chez Carmignac. On s'est quitté, alors pour ceux qui ont pris des longues vacances, ce qui était mon cas, mais avec une trêve. On avait une trêve dans cette guerre commerciale. Alors, on a le droit de ne pas y croire et de ne pas être naïf, et c'est ni votre cas ni le mien, mais elle a repris de plus belle. C'est-à-dire que c'était à peu près calme, et puis là, au mois d'août, et puis sur ces derniers jours, pardon, mais euh, euh, je refais un peu le film parce que quand on est en vacances, parfois on loupe des épisodes, mais on a quoi? On a Trump qui nous dit qu'à partir du 15 décembre, finalement, 300 milliards de dollars d'importations chinoises avec des produits de consommation pour les Américains. C'est JP Morgan qui dit que ça a coûté 1000 dollars par an aux ménages américains, toutes ces taxes. Pékin qui riposte, c'était vendredi, pouf, 75 milliards de surtaxes sur les importations américaines, produits agricoles, pétrole, voitures. Et évidemment, Trump y réagit dans la foulée, il leur met une couche en disant quoi? En intimant aux entreprises américaines, ça fait un peu ricaner qu'il fallait qu'elles quittent. Il n'a pas dit qu'elles quittent, mais qu'elles pensent à revoir un peu leur chaîne d'approvisionnement de production en Chine. Et on augmente les surtaxes, pardon c'est long, mais on y vient, sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises déjà taxées, on passe de 25 à 30%. Voilà, donc l'escalade se poursuit. Est-ce que maintenant on se dit, ça y est, on approche du point de rupture parce que voilà, vous êtes inquiet maintenant, ça y est, parce que non, mais l'escalade se poursuit. Non, l'escalade ne se poursuit pas. Les négociations se poursuivent. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs le premier négociateur chinois ce matin en disant on va se revoir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je peux concevoir que l'été, il faut des feuilletons pour rester impliqué, mais ce n'est qu'un feuilleton de négociations qui ont cette particularité, on en avait parlé ensemble il y a bien longtemps, cette particularité d'être des négociations entre deux gouvernements qui ont lieu grosso modo sur la place publique. Donc vous avez en permanence des postures, des positionnements qui ont pour... Ce qui en général se fait dans la coulisse sans qu'on le sache, là pour le coup tout est étalé. Oui, oui, enfin tout, peut-être pas tout, mais vous avez énormément de postures parce que les gouvernements, naturellement, ça s'adresse à son électorat ou dans le cas de la Chine, à sa population, son opinion publique. Et donc vous avez un feuilleton, effectivement, avec Vous n'êtes pas plus inquiet aujourd'hui qu'il y a un an. Ça a Non, non, commencé un peu non. plus d'un an. Non. C'était juste l'acier, c'était juste ceci, et maintenant on est... Oui, mais c'est... Imaginez des négociations, mais encore une fois, on ne découvre rien là. Des négociations entre les États-Unis et la Chine font intervenir des enjeux stratégiques, géostratégiques considérables. On sait tout ça, c'est pas une nouveauté. Mais pour une entreprise, encore une fois, c'est de l'incertitude. Non, mais Et donc, voilà. Alors ça, c'est autre chose, mais ne pas se dire qu'il y a une escalade qui va se terminer très mal, etc. Non, non, ça c'est... donc pas inquiet. C'est la position. Il ne faut pas tout confondre. Il y a un sujet qui est une économie globale qui ralentit, qui a commencé à ralentir clairement en Chine, hein, et encore une fois, ça fait un an que c'est le cas, avec une Chine qui était un petit peu réticente à faire vraiment un programme de relance, et qui, à cause de ces négociations commerciales, se retrouve à chaque fois à faire un pas en avant et un pas en arrière. Donc la relance chinoise qu'on pouvait attendre il y a presque un an, finalement, elle est trop faible compte tenu du ralentissement. Donc on a quelque chose, et c'est là qu'il faut commencer vraiment à comprendre pourquoi ces histoires de négociations commerciales ont un intérêt pour l'investisseur. C'est parce que quand vous regardez les ralentissements économiques précédents, et c'est pas la première fois qu'on a un ralentissement économique, vous regardez 2012, sans même parler de 2009, on peut commencer en 2009, 2012, 2015. Qu'est-ce qui a relancé le cycle à chaque fois? Et il fallait revenir sur les actions, les cycliques, etc. C'est la Chine. C'est la Chine qui a fait des plans de relance. Et la question donc en 2019 était de se dire, après le ralentissement de fin 2018, est-ce qu'on est de nouveau dans un de ces cas-là où la Chine peut relancer la mécanique? La réponse aujourd'hui est non. Ah, non. mais c'était la même réponse. Mais c'est une volonté, un manque de volonté politique ou un manque de moyens? Non, c'est un manque de moyens qui était déjà de plus en plus faible compte tenu de la situation financière de la Chine. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, hein, tout le monde le sait. Il y a une sorte de loi des rendements décroissants. Il faudrait de plus en plus de dettes dans le système chinois pour de moins en moins d'impact de croissance. Donc la capacité de relance forcément va déclinante. Elle était plus faible en 2015 qu'en 2012 et plus faible en 2012 qu'en 2009. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les négociations commerciales font empirer les choses, mais pas tellement en Chine. Elles font empirer les choses plutôt aux États-Unis parce que, encore une fois, il n'y a rien de nouveau là-dessus, l'incertitude sur l'évolution de ces négociations fait que quand vous êtes une entreprise américaine, que vous ne savez pas trop où vont être vos fournisseurs dans 6 mois, dans un an, est-ce qu'ils sont toujours en Chine, on lève le pied. Voilà, on lève le pied des investissements. Donc ce qui est en train de se passer depuis 6 mois, et cet été, c'est peut-être ça une des confirmations qui est arrivée, c'est que ce ralentissement global qui a commencé par la Chine, qui a touché l'Europe, aujourd'hui est en train de se propager aux États-Unis.
Donc on a un ralentissement économique qui commence à contaminer l'économie américaine. Ok, juste, alors, très bien, on en parle maintenant, mais on solde, entre guillemets, l'aspect guerre commerciale. Donc pour vous, juste sur l'aspect négociation, même s'il y a de la surenchère, même si, encore une fois, on rajoute de plus en plus de taxes, et d'ailleurs, ça peut faire sourire, enfin encore que les actions américaines, vendredi, pour la raison que je viens de vous donner. Quand Trump dit qu'il va falloir quitter la Chine, ne plus faire d'affaires en Chine, déjà, d'ailleurs, on a vu tous les conseillers économiques, Larry Kudlow et d'autres, sont passés dans tous les médias pour dire le président a dit qu'il faudrait réfléchir il a le pouvoir d'eux, mais il ne le fait pas. Donc il y a quand même derrière. Et je crois d'ailleurs qu'il a depuis déjà envoyé un tweet en disant depuis que j'ai dit ça, j'ai eu un coup de fil des Chinois qui sont prêts à revenir à la table des négociations. On est dans la posture politique, donc je ne pense pas qu'il faille y passer trop de temps. Ouais. Par contre, sur l'impact sur le ralentissement, encore une fois, vous me dites, Didier Saint-Georges, que ça ralentit aux États-Unis, on passe de 3 à 2% en termes de croissance entre le premier et le deuxième trimestre. Vous regardez dans le rétroviseur. Oui. Ce qui est intéressant. Regarde ce qui a été publié surtout. Voilà, donc vous êtes sur le passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart qu'il y a en ce moment aux États-Unis entre les chiffres tels qu'ils sont publiés, et qui sont effectivement pas mauvais aujourd'hui. Sauf sur l'industrie, sur les indicateurs. Alors j'y viens. D'accord. Vous voyez, je regarde devant moi aussi. Il y a deux choses. Il y a les chiffres tels qu'ils sont publiés et qui, pour l'instant, il faut bien le comprendre, c'est intéressant ça, pour l'instant, sont pas mauvais pour une bonne raison, enfin une raison très claire en tout cas, qui est que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, en particulier les taux d'intérêt à long terme, mais les taux d'intérêt courts également, ce qui soutient à la fois l'immobilier et la consommation. Donc ces piliers restent assez forts. En revanche, quand vous regardez un petit peu devant vous, vous constatez deux choses. D'une part, c'est que les indicateurs avancés, c'est-à-dire les fameux indices PMI, etc., qui donnent une idée de ce que vont être les activités. Industrie et services. Oui, c'est ça. Il y a industrie, services et puis un indice composite. Eh bien, les chiffres qui sont sortis il y a une semaine, pendant que peut-être certains d'entre nous étaient encore à la plage, ont indiqué que sur l'activité industrielle, manufacturière, on avait cassé les 50. Alors, il ne faut pas considérer que c'est le seuil en dessous duquel, a priori, ça rentre en récession. Voilà, c'est ça. Donc, si ça devait se maintenir pendant 2 trimestres, etc. Donc, on n'en est pas encore là. Mais vous voyez bien que la tendance sur l'industrie est vraiment affaiblie aux États-Unis pour la raison qu'on citait juste avant. Ce sont les entreprises américaines qui hésitent énormément à investir aujourd'hui. Donc, ça touche l'industrie manufacturière au premier chef. Et naturellement, la question, c'est de se dire, cette résilience de la consommation d'une part, et de l'immobilier d'autre part, grâce à la baisse des taux d'intérêt, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, va soutenir. Soutient. On va bien sûr. Donc ça veut dire que. Mais ça pose deux types de risques. Le premier risque, et là il va falloir y venir parce que c'est le vrai sujet, je pense, de cet été. Premier problème que ça pose, c'est que la Fed, pour l'instant, voit des chiffres qui ne sont pas mauvais. Autrement dit, la baisse des taux d'intérêt, en particulier les taux longs. Vous savez que la courbe des taux s'est même inversée aux États-Unis. Un 10 ans qui est à quasiment 1,5% sur le 10 ans américain. Cela a pour effet de faire le job que la Fed ne fait pas. C'est-à-dire que les taux d'intérêt de marché baissant, effectivement, ça soutient. Mais c'est idéal pour elle. Elle n'a pas trop à bouger ses taux directeurs courts et elle a des taux longs qui baissent. C'est bien le problème. C'est l'idéal, donc elle ne fait rien. Enfin, elle ne fait rien. Donc, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Si, elle baisse de 25 points de base. Et le discours à Jackson Hole dans le Wyoming, là, il y a 3 jours, laissait quand même le sentiment qu'il y avait une ouverture sur une baisse des taux des mois de septembre. Vous l'avez bien dit, presque comme un politique, ça laisse le sentiment qu'il pourrait y avoir une ouverture. Il marche sur des œufs aussi, Jérôme Powell. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Le sujet, me semble-t-il, le plus important pour les marchés aujourd'hui, c'est qu'il y a un ralentissement économique global qui est en train de toucher les États-Unis. Sans qu'on parle de récession, il faut arrêter. Et partout, j'ai vu dans la presse, on entend récession aux États-Unis 2020-2021, mais on n'y est pas du tout. On verra. Non, mais est-ce que les indicateurs avancés dont on parle, parce que vous me dites, oui, David, le rétroviseur, c'est vrai, mais ça veut dire ça correspond à quoi en termes de. On peut espérer quoi en termes de PIB, de croissance américaine sur les prochains trimestres?